retour à Question d'actualité avec Jean-Philippe Trottier. Vous êtes sur les ondes de Radio VM dans nos nouveaux studios flambant neufs sur la rue d'Iberville. C'est merveilleux ici, on a de l'espace. On avait de l'espace avant aussi, mais là maintenant on a de la lumière. On a vraiment beaucoup de choses et on le découvrira au fur et à mesure de notre installation. Alors voilà, on se souvient du débat qui a précédé l'adoption à l'unanimité de la loi 52 par l'Assemblée nationale. C'était la loi sur l'aide médicale à mourir dans la dignité. Une loi qui doit rentrer en vigueur en décembre. Tout semble être rentré dans l'ordre et tout le Québec communiait à ce qu'on avait vendu comme une avancée des droits des patients. Eh bien non, l'unanimité n'est pas aussi évidente et des médecins de l'unité des soins palliatifs du CHUM, par exemple, ont annoncé qu'ils n'offriraient pas d'aide médicale à mourir sur leur étage. Ils ne sont pas les seuls. Est-ce que cela trahit une caractéristique québécoise, c'est-à-dire que nous avons une unanimité et aurait-elle été de façade, justement? Mathieu Bocoté y a réfléchi, a consacré un grand texte dans son blog du Journal de Montréal. Mathieu, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le nouveau studio. Je suis bien heureux d'y être. Vous avez trouvé l'endroit facilement? Assez aisément. Assez aisément, hein, avec le beau stationnement qu'on a en plus, qui est vaste, on pourrait venir avec plein de voitures. Alors, j'ai parlé des médecins, de certains médecins du CHUM qui refusent d'appliquer cette loi. Ils ne sont pas les seuls. Non, en fait, les centres de soins palliatifs il y a quelques semaines, ont envoyé un signal clair, l'ensemble des centres de soins des maisons de soins palliatifs, en disant que fondamentalement, ils ne dispenseraient pas ce service médical singulier, appelons ça comme tel. Donc, ils ont dit finalement, les patients qui vont vouloir du suicide assisté pourront passer par l'hôpital, mais les maisons de soins palliatifs vont chercher à se soustraire d'une certaine manière à cette exigence, à cette réforme gouvernementale, à cette nouvelle loi. Et ce qui est intéressant avec cette dissidence massive et brutale qui a provoqué une surprise dans l'establishment médiatique et politique, c'est qu'on nous avait vanté depuis le début un projet de loi fondamentalement consensuel, où il y avait deux positions possibles, ceux qui étaient d'accord et ceux qui ne l'étaient pas encore. Ou un peu moins d'accord. Non, c'est-à-dire vraiment, la réplique était la suivante, c'est-à-dire d'un côté, ceux qui disaient c'est un droit fondamental au nom de la dignité des droits de l'homme, et les autres qui disaient laissez-moi cheminer. C'est-à-dire, je vous rejoindrai. Donc, la dissidence permise n'était qu'une dissidence temporaire. Bon, et il y avait évidemment, on savait qu'il y avait des irréductibles contre ça, mais on se les représentait à la manière de catholiques rétrogrades, proches de l'Opus Dei, incapables de participer au débat public autrement qu'à travers une forme de fondamentalisme religieux. Alors, ça, c'est comme ça qu'on nous a présenté le débat. Pourtant, si on... Laissez-moi rajouter une chose. Ce matin, j'ai appris que les évêques catholiques du Québec également ils viennent de finir leur assemblée, je pense, et ils vont justement émettre des balises qui vont publier avant le mois de décembre, qui est la date limite pour mettre en œuvre cette loi 52. Donc, les évêques catholiques du Québec également ont... Ils s'y sont opposés aujourd'hui. Ils se sont opposés, forcément, oui. Mais je note une chose, même en commission parlementaire. On nous a parlé... D'ailleurs, c'était assez fascinant quand même, le débat autour de ça. On nous disait c'est un débat particulièrement apaisé, éclairé, où chacun, à sa manière, contribue à la construction du consensus. Or, quand on examine les débats qui ont été tenus en commission, l'opposition était beaucoup plus nette qu'on ne l'a dit. À tout le moins, des milieux qui se sont engagés dans ce débat. Ça ne veut pas dire que dans la population, il n'y a pas un soutien réel à l'euthanasie ou au suicide assisté. Je crois qu'il y a une vraie majorité populaire derrière ça, ne nous trompons pas. Mais y a-t-il unanimité? Y a-t-il consensus? Est-ce que derrière, autrement dit, ce consensus apparent, est-ce qu'il n'y a pas une fracture profonde? Je crois que oui, et cette fracture-là remonte à la surface aujourd'hui. Alors que les échéances approchent. Parce que tant que on était encore dans l'ancien régime, on pouvait tout être d'accord parce qu'on ne voyait pas trop les conséquences. Mais à un moment donné, on se rapproche du mois de décembre et là, les gens vont se dire oui, mais on a peut-être un doute là, on a une crainte, etc. Oui, en fait, cette inquiétude-là, elle était partout présente, mais personne ne la formulait adéquatement. Là, aujourd'hui, on a les évêques qui décident de se prononcer. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure opposition possible dans le Québec tel qu'il est. C'est-à-dire, il suffit que l'Église catholique soit favorable à une chose ou défavorable pour que, on pourrait dire, l'esprit public pense le contraire. Il n'en demeure pas moins. L'esprit public relayé par le système médiatique. Bien sûr. Parce que le système public, les gens du public qui parlent à leurs prêtres, à leurs curés, c'est une autre histoire. Mais la plupart des gens, cela dit, ne parlent plus à leurs prêtres ou leurs curés, ne nous trompons pas. Alors, l'Église aujourd'hui marque une opposition, cela dit, mais on notera, et c'est ça qui est intéressant, qu'au-delà de l'Église, il y a les maisons de soins palliatifs, il y a plusieurs médecins, donc il y a un malaise plus grand qu'on ne le
croyaient. Et on comprend pourquoi. Parce que, quoi qu'on en dise, l'aide médicale à mourir, ce n'est pas simplement une extension des droits de l'homme ou d'une extension de la dignité humaine, c'est-à-dire la possibilité pour l'être humain d'en finir avec l'appui de la société lorsqu'il en a assez pour des raisons, par ailleurs, tout à fait compréhensibles. Non, c'est une révolution. C'est une révolution, c'est-à-dire ce n'est pas un changement technique mineur, un ajustement du droit à de nouvelles réalités. C'est une révolution dans notre conception de la médecine, c'est-à-dire que la mise à mort, d'une certaine manière, devient un acte médical. Et plus encore, ce n'est plus considéré sous le signe de l'exception. Vous savez, cette espèce d'exception négociée à l'abri du regard entre le médecin, le patient et la famille, oui. Mais ça devient une règle. Ça fait désormais partie du droit, et de ce point de vue, il y a de bonnes raisons de s'en inquiéter. Est-ce qu'il y a là, dans ce que vous dites, Mathieu Bocoté, en filigrane, une critique de ces discours strictement légalistes et même éthiques, si vous voulez? Le droit est presque le blanc-seing, le sauf-conduit qui permet de judiciariser toute question qui dépasserait la question du droit. Parce que l'aide à mourir, si vous voulez, certains appellent ça euthanasie, c'est quand même... C'est très vaste, c'est profond, profond comme... Je crois que nous sommes ici dans un débat que j'aime nommer anthropologique, c'est-à-dire différentes conceptions de l'être humain. Différentes conceptions de l'être humain et de la vie, différentes conceptions de la dignité humaine, mais c'est le propre, à certains égards, de la société libérale telle que nous la connaissons aujourd'hui, de judiciariser systématiquement tous les problèmes anthropologiques ou les problèmes politiques même, les problèmes de sens. Donc on confond tous les niveaux. En fait, on abolit l'ensemble du réel dans la logique des droits, appelés à s'étendre à tous les domaines de la vie. C'est ça, voilà. Et par ailleurs, on abolit le politique dans une espèce de logique technicienne, c'est-à-dire, ou techniciste, c'est-à-dire il n'y a plus de débat politique de fond, il y a des ajustements circonstanciels dans la construction du consensus québécois. Il y a plus de politique pour vous, c'est encore une fois la cité entière qui se prononce sur une question. La délibération sur les finalités, la décision qui l'accompagne. Alors, je ne suis pas de général, c'est tout le monde qui participe quand vous dites politique. Oui, en fait, tout le monde, faut pas se compter l'histoire, c'est-à-dire, c'est pas théoriquement tout le monde est appelé à y participer, mais bon, là, dans la réalité, c'est un peu autre chose. Je ne suis pas de ceux qui considèrent que l'aide médicale à mourir doit ou l'euthanasie doivent se dégager du débat politique, soit dit en passant. Certains nous disent ça devrait être réglé en Cour suprême, en grand arbitrage des droits pour savoir si oui ou non c'est un droit. Moi je dis non, c'est une décision politique. C'est une décision politique au sens où elle marque un changement dans notre société, mais c'est une décision politique inavouée dans les circonstances. C'est-à-dire c'est une décision politique qui s'est passée à bien des égards du débat nécessaire. Et ce qui est particulier ici, c'est que le débat arrive après la loi plutôt qu'avant. Oui, parce qu'on arrive à la date butoir, enfin en décembre pour l'application de cette loi. Puis avec ça devient plus urgent. Et avec la question de l'objection de conscience qui va surgir ici et là d'une manière ou de l'autre. Exactement. On l'a vu avec les médecins du CHUM, certains médecins. Oui. Et, Mathieu, dites-moi une chose. Politique, ça c'est un mot que vous aimez beaucoup. La question morale, elle entre où dans votre constellation de... Je crois que, évidemment, j'ai mes préférences morales, vous avez les vôtres. C'est strictement privé pour vous? Non, ce n'est pas... Non, je commence ainsi en disant nous avons chacun nos préférences morales. Il est néanmoins possible de croire qu'il y a quelque chose comme une nature humaine. Un certain sens, la dignité humaine, c'est-à-dire qui transcende le droit, qui est la invariable, commune. Qu'on soit de droite, de gauche, progressiste, pas progressiste. On peut pas se compter l'histoire. J'aurais beau vous dire que la conception que j'ai de la dignité humaine est fondamentale et valable pour tous. Si vous en avez une autre, c'est à ce moment-là que le politique commence. C'est-à-dire... Donc, le politique, c'est la négociation entre différentes morales. Je dirais que c'est la négociation entre, des absolus contradictoires. Comment est-ce qu'un absolu peut être contradictoire avec un autre absolu? Il n'y a qu'un seul absolu. Ah bien, ouais, ça du point de vue du croyant, très certainement. Non, du philosophe également. Du philosophe aussi. Non, mais dans l'ordre de la cité, on constate que des croyances fondamentales, elles sont nombreuses et souvent contradictoires. Donc voilà pourquoi j'ai que le politique ici... Mais une croyance n'est pas un absolu. Elle peut le devenir, à certains moments. Or, je crois que dans les circonstances, dans un débat comme celui que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, une partie du débat a été escamotée, a été, je dirais, étouffée, et c'était le point de vue de ceux qui s'opposeraient sur le fond à l'aide médicale à mourir. Pas simplement parce qu'ils ont des réserves pratiques, c'est-à-dire est-ce que ça risque pas d'être appliqué trop massivement, est-ce que ça ne risque pas est-ce qu'on fait pas l'économie d'un souci de prudence? Non, il y avait une opposition sur le fond. Et cette opposition sur le fond n'a pas pu être formulée pour différentes raisons que j'ai évoquées. D'ailleurs, c'est pas sans lien avec la question de l'Église catholique. Qu'on le veuille ou non, l'anthropologie des limites, l'anthropologie qui nous pousse un respect envers le créé, ou à tout le moins envers la vie, ce n'est pas sans lien avec l'anthropologie catholique. Or, le fait est que nous sommes dans une société où toute réflexion morale qui s'alimenterait d'une manière ou de l'autre à l'anthropologie classique
classique, évacuons même le terme catholique, à l'anthropologie plus classique, plus traditionnelle, c'est évacué, c'est le prix à payer, je dirais, pour le grand rejet de 1960. Il n'est plus possible d'alimenter notre réflexion sur des questions de dignité humaine à autre chose qu'un individualisme libéral. Et on en paie le prix aujourd'hui. Avons-nous troqué une anthropologie que vous appelez catholique pour une anthropologie, si j'ose dire, juridique, si les deux mots peuvent être oui, ou on pourrait dire aussi radicalement individualiste. C'est-à-dire, l'individu contemporain est un individu qui ne tolère pas que qui que ce soit se mêle des finalités qu'il adopte ou ou des idéaux, des absolus, donc qu'il se reconnaît. Donc, toute volonté extérieure qui viendrait se mêler de sa délibération intime, pour le dire comme ça, c'est vu comme une présence autoritaire qui n'a pas sa place dans le choix de conscience. Autrement dit, le collectif disparaît. Le collectif n'existe plus qu'à la manière d'une reconnaissance mutuelle des droits. Mais il n'y a plus de bien commun, il n'y a plus de nature commune, il n'est plus possible de discuter d'autre chose qu'un aménagement des droits individuels. Alors, c'est intéressant parce qu'on parle tout le temps du mot dignité des patients, c'est derrière cet argument-là qu'on a avancé cette loi, si vous voulez. Mais la dignité était indexée sur l'individu. Alors que dans l'anthropologie précédente catholique, la dignité était indexée sur la dignité de l'homme à l'image de Dieu. Oui, bien sûr. Alors là, voilà pourquoi je dis que nous sommes dans une querelle qui dépasse largement celle que nous avons entendue publiquement. Voilà. Je note une chose, cela dit, c'est la difficulté, encore une fois, je l'évoquais, je dirais, de développer des arguments dans l'espace public qui réfèrent à autre chose que la logique de l'individu. C'est comme si cette anthropologie était si dominante qu'il n'était possible de la contester que de l'intérieur. Et pourtant, je crois qu'elle doit être confrontée de l'extérieur, franchement, de manière décomplexée. De l'intérieur et de l'extérieur, je ne comprends pas la différence. C'est-à-dire qu'on va se présenter, par exemple, comme au nom de la dignité de l'individu, on doit néanmoins refuser mourir dans la dignité. Ça, c'est de l'extérieur. C'est de l'intérieur, c'est-à-dire on nous dira, autrement dit, je le formulerai ici, il n'y a de critique du libéralisme qu'au nom du libéralisme. Oui. Il n'y a de critique des droits de l'homme qu'au nom des droits de l'homme. L'idéologie, si vous voulez, ne peut s'effondrer que de l'intérieur. Alors que moi, je crois qu'il y a une critique extérieure. J'entends par extérieur quelqu'un qui dit nous ne sommes pas en désaccord seulement sur les modalités, mais sur les fondements. Et je ne suis pas sur ces questions-là, je le précise, je suis loin d'être un radical. J'admire comme bien des gens, par exemple, les dernières années de Jean-Paul II, qui a voulu nous montrer que jusque dans l'extrême souffrance, il y a une dignité de la vie. Je ne suis pas de ceux qui croient que nous avons tous la vocation d'être comme Jean-Paul II. Je crois qu'il est normal pour l'homme de vouloir se soustraire à la souffrance. Je comprends tout ça. Ce qui m'agace dans ce débat fondamentalement, c'est ce que j'appelle l'enthousiasme morbide. C'est-à-dire, plutôt que de présenter l'euthanasie ou l'aide médicale à mourir à la manière d'un choix tragique, d'une décision nécessaire mais sombre, imaginons qu'elle le soit. Oui. On a plutôt présenté ça sous le signe de la fête, c'est-à-dire enfin un nouveau droit était gagné et ça confirme. On est parmi les plus progressistes du monde. On est encore une fois les plus progressistes, on est encore une fois à l'avance de tout le monde et je ne peux pas m'empêcher de voir là-dedans quelquefois une forme de passion nihiliste au Québec. C'est-à-dire que nous allons détruire et déconstruire tout ce qui n'est pas la subjectivité de l'individu. Et bien, ça nous explosera un visage un jour. Sans doute, Mathieu Bocoté. Mais moi, je vois autre chose aussi, c'est qu'on vit dans un unanimisme de façade, on le voit maintenant, avec cette loi 52 contre laquelle certains commencent à résister. C'est un unanimisme qui est souvent mou, mais qui se défend avec des cris d'orfraie. Dès que quelqu'un dit non, je suis pas d'accord, tout le monde lui tape dessus. Mais c'est pas tant les convictions qui font loi, c'est surtout la loi de l'unanimité. Mais je comprends. Je vois pas de nihilisme là-dedans. Je vois d'abord une conformité avec la majorité. Un instant. La part du nihilisme là-dedans, c'est ce que j'appellerais cette volonté de réduire l'individu à lui-même et à la toute-puissance de sa volonté. La négation de l'héritage, la négation de la transmission, la négation de la nature, la négation de ce qui pourrait le transcender. L'individu ne connaît d'autres... d'ailleurs, c'est la figure de l'individu contemporain, vous le noterez. Il veut pouvoir changer de sexe s'il le veut, et sans même quelque opération que ce soit, parce que c'est la simple expression de sa volonté. Oui, c'est en train de passer dans le droit. Il se peut que ça ait été adopté d'ailleurs. On peut être pour ou contre. Mais voilà qui est intéressant, c'est-à-dire, si ma subjectivité, si mon sentiment me pousse à me dire autre que ce que la nature m'a fait, eh bien, c'est un droit de l'homme, il me sera reconnu. Si je veux changer, comment je dirais, par exemple, si je veux changer de nom, alors ça, ce serait plutôt secondaire, mais
comment je peux dire ça? Il y a l'idée que l'individu devient tout puissant, ne tolère plus quelques limites que ce soit à sa volonté, qu'elle soit relève de la tradition ou de la nature. Je crois, quant à moi, qu'on doit réhabiliter l'idée de limite. Est-ce qu'il est possible, dans le débat sur l'euthanasie, c'est un bon test pour savoir s'il y a encore une idée de limite. Et le propre de la limite, soit dit en passant, elle n'est pas enthousiasmante non plus, elle n'est pas réjouissante, mais elle nous rappelle que l'homme n'a pas à se comporter comme un petit dieu et qu'il y a quand même des limites qui sont là pour contenir son esprit de démesure. Et une limite veut dire qu'il y a un au-delà de la limite, soit la barbarie, soit une transcendance. Oui, et vous voyez, sur cette question fondamentale qui évidemment interpelle chacun dans sa conscience la plus intime, je suis de ceux qui croient, puis je l'évoquais tantôt, il est possible que quelquefois, dans des situations extrêmes, d'ailleurs c'est fait pour ça, l'aide médicale à mourir, c'est fait pour des situations extrêmes, des choses se fassent à l'abri du regard public. Mais l'exception doit demeurer exceptionnelle. Elle ne doit pas devenir la norme. Enchâssée dans une loi. Voilà, nous ne devons pas normaliser ce qui doit demeurer exceptionnel. Et par ailleurs, il suffit d'avoir à l'esprit, bien évidemment, le laboratoire belge pour voir jusqu'où peut aller l'aide médicale à mourir. La notion de souffrance extrême, par exemple, on constatera qu'elle peut être physique, pour certains, elle peut être psychique. On constate que si la notion de souffrance extrême est elle aussi, vous me permettrez, mais individualisé, c'est-à-dire je vous dis que je souffre à l'extrême, puis-je avoir droit à l'aide médicale à mourir, de tels dérapages sont programmés, je crois, dans la loi. Ce qui ne veut pas dire qu'on va avoir droit à des dérapages par milliers, je ne le crois pas. Mais je pense, cela dit, qu'elle est plus riche de dérapages qu'on ne le croit. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui se dit, le monde moderne en tout cas, on transgresse les limites, etc. Et les marginaux, maintenant, peuvent avoir... Quand je dis marginaux, c'est pas les fous. C'est des minoritaires, voyez-vous, peut-être des gens qui souffrent extrêmement et qui voudraient avoir bénéficier de cette loi 52 sur l'aide médicale à mourir. Et donc, ce sont sous ces regards-là marginaux. Aujourd'hui, ces marginaux doivent être protégés par la loi, alors que naguère, dans des sociétés beaucoup plus monolithiques, il me semble qu'il y avait plus de place à la marginalité, curieusement, en tant que marginalité, en tant qu'exception. Oui, mais c'est en fait, le propre de la marginalité, ça présuppose la reconnaissance d'une norme. S'il n'y a plus de normes, s'il n'y a plus de points fixes et à partir de là, des éléments dispersés, eh bien, nous ne sommes plus capables de distinguer l'ordre normatif dominant, appelons ça comme ça, et le marginal, et une forme de confusion en vient inévitablement, et je crois que ça entraîne une forme de perte des repères et ça c'est vrai, bien au-delà du débat dont nous parlons aujourd'hui. Je pense que ça marque profondément cette espèce de confusion contemporaine. Je note toutefois, puis vous me permettrez de faire une petite annonce là-dessus. Justement, on allait y arriver. Ce débat-là se poursuit aujourd'hui. Il se poursuit non seulement, évidemment, on a vu les maisons de soins palliatifs, on a vu l'Assemblée des évêques, il se poursuit aussi chez les médecins. Et je participerai le 5 novembre à un colloque à l'Hôtel Omni à Montréal, au 1050 Sherbrooke-Ouest, qui est une journée de réflexion, c'est-à-dire qu'il ne veut pas dire que c'est une prise de position, c'est une journée de réflexion autour de l'euthanasie. Qui organise ça? La Coalition des médecins pour la justice sociale. Oui. Il va y avoir notamment le professeur Aubry, qui est un des sommités françaises dans le débat de l'aide médicale à mourir. D'autres personnes y seront. J'y participerai aussi. Et l'objectif ici ne consiste pas à faire une assemblée militante. On ne fait pas d'assemblée militante. C'est-à-dire, on ne fait pas d'assemblée militante avec un sujet comme ça. Mais il s'agit de dire que même si la loi est passée, la réflexion, elle, demeure bouillante et demeure nécessaire. Et indépendante. Absolument. Mathieu Bocoté, merci beaucoup. On vous dit la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Et voilà.